Clarosa, c'était pratiquement la fin. Une influenceuse m'envoie un message, me dit « Clark, j'ai aimé cette paire de chaussures, envoie-la moi et je te fais un post sur Snapchat ». Et là, les ventes explosent. Je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Première année, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, 3 millions. Troisième année, 3 millions 6. 6 millions, 11 millions, encore 11 millions. Après, ça a commencé à chuter. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode Inédit Talk. Vous le savez, je reçois ici des personnes inspirantes avec un parcours unique et une histoire inédite à nous raconter. C'est le principe d'Inédit Talk. Merci beaucoup pour tous vos retours sur le dernier podcast avec Valorant, c'était vraiment sympa. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Clark. Salut Clark. Salut, enchanté, comment tu vas ? Bah super, et toi ? Ça va super. Merci beaucoup d'être venu. Tu es fondateur de Goliath, tu as 27 ans. Tu as fondé en 2015 Clarosa, puis plus récemment Goliath, on va en parler. Merci beaucoup d'être venu dans Inédit Talk. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Peut-être qu'on peut commencer par ton parcours. Tu commences très très jeune avec Clarosa. Comment, selon toi, on devient entrepreneur aussi rapidement ? Aussi rapidement, je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de devenir entrepreneur dès le plus jeune âge. Ça dépend évidemment des profils. Moi, pour ma part, j'ai toujours été poussé à l'entrepreneuriat par mes parents. Mon père était entrepreneur et on m'a toujours dit qu'il faut aller au bout de ses rêves et travailler dur pour y arriver. Et ça a été un peu ce que j'ai fait depuis le début, sans avoir les yeux plus gros que le ventre, mais juste je voulais entreprendre, gagner mon propre argent. Et après, la chance joue énormément dans ce genre de projet. Mais le travail et la chance, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc l'influence de ton enfance sur l'entrepreneuriat, c'est parce que ton père est entrepreneur, c'est ce qui te donne envie, toi aussi, d'y aller ? Exactement, il y a la partie que mes parents sont entrepreneurs et je les ai toujours vus travailler très dur. Ta mère aussi, du coup ? Ma mère aussi travaillait avec mon père, était Okay. dans le commerce. Ce qui m'a vraiment poussé, alors pas à entreprendre, mais d'aller assez vite, c'est d'avoir un père, spécialement mon père, parce que ma mère était plus scolaire, elle voulait que je fasse des études, mais qui m'a poussé à travailler dur pour atteindre ses rêves. Et rien n'est impossible, tout est faisable, toutes les personnes qui ont fait des grandes choses sont des humains et rien d'autre, et donc il faut juste travailler pour y arriver. Et quand il y a des moments difficiles, quand c'est son père qui te pousse pour y arriver, ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider. J'ai pas commencé dans un garage, même si j'ai travaillé dans un entrepôt de 15 mètres carrés pour lancer ma première boîte qui est Clarosa, qu'on va sûrement en parler. Mais voilà, l'aide de mes parents dans l'état d'esprit, pas spécialement dans l'argent, parce qu'ils n'étaient pas spécialement riches, mais dans l'état d'esprit de travailler dur pour y arriver et croire en ses rêves, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je suis encore très loin d'avoir réussi, mais ça m'aide beaucoup au quotidien. Juste avant de parler de Clarosa, tu dis travailler dur pour y arriver. Est-ce que toi, à l'école, tu étais bon élève ? Tu as lancé Clarosa, on va y revenir très tôt, je crois que tu avais 18 ans. Est-ce que tu peux nous raconter juste un tout petit peu ton parcours scolaire ? Bien sûr. J'ai jamais été spécialement bon à l'école. J'avais la moyenne, 10, 11, 12. J'ai jamais aimé l'école spécialement. Je savais que c'était important. Je travaillais dans les matières qui allaient m'aider à, en tout cas, avancer plus tard dans la vie. Donc, mathématiques, anglais. J'étais malheureusement pas très bon en français. Je choisissais mes matières. Et quand on est arrivé fin de parcours scolaire, première terminale, je me suis dit je vais m'orienter vers un bac marketing pour au moins apprendre les bases. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite parce que je voulais arrêter l'école plus tôt pour commencer à travailler. Mais cette dernière année de terminale où j'ai appris le management, le marketing, beaucoup plus l'anglais et l'économie, m'a permis d'avoir certaines bases. Je pense que si on a la possibilité de faire des études, pas spécialement aller faire des très longues études, mais 2 ans, 3 ans pour apprendre les bases de l'entrepreneuriat, c'est toujours bon. On apprend aussi sur le terrain, mais c'est toujours bon. Et donc, je savais que j'allais faire du commerce. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. J'ai été voir mes parents. Je leur ai dit, je ne sais pas quoi faire. Mon père m'a dit, regarde sur Internet ce qui marche bien. C'est la chaussure. Moi, mon père faisait des vêtements, etc. J'ai été en Asie. À l'âge de 17 ans et demi, j'étais encore à l'école. Pendant 1 mois et demi, je suis resté en Asie. Et j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'usines et j'ai eu l'idée de lancer Clarosa. J'avais 17 ans et demi lorsque j'ai commencé le projet et le projet est arrivé en septembre 2015 où on a lancé les premières ventes sur Internet. Et j'avais 18 ans à ce moment-là. Incroyable.
Donc tu pars en Asie, tu découvres un peu, j'imagine, un peu plus ce milieu du textile, de la chaussure, etc. Et tu lances Clarosa. Sur le moment, tu sens que c'est vraiment... Enfin, tu pars vraiment sur ce business model-là en se disant, OK, je vais vendre des chaussures. Ou au début, c'est un peu à tâtons, tu lances et tu vois un peu comment ça prend. Non, j'ai été assez focus sur la chaussure. J'ai toujours aimé les chaussures, hein. J'avais toujours plein de paires de baskets. Et c'était plus spécifique parce que c'était chaussures pour femmes, spécialement. J'ai vu beaucoup d'usines, j'avais l'instinct d'achat. J'ai toujours fait les achats jusqu'à la fin de la boîte. Tandis que j'aurais pu à un moment déléguer, mais c'était quelque chose pour moi de très important de faire les achats. Et j'allais en Asie tous les 3-4 mois. Donc c'était une période assez intense, mais hyper intéressant parce que en soi, de voyager, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit constamment. Donc j'allais en Asie, j'allais à Guangzhou principalement. Je passais beaucoup de temps là-bas. Et Clarosa n'a pas pris dès le début. J'étais focus dans la chaussure, donc j'avais un petit entrepôt de 25 mètres carrés avec quelques palettes et un petit bureau. Je faisais moi-même les commandes, je faisais moi-même le service client. Ça a pris du temps à démarrer. Il a fallu 8 mois avant que la boîte prenne bien. J'ai investi 5 000 euros, j'ai jamais réinvesti d'argent dedans. Et on est monté à... Au total, on a fait plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les plusieurs années, mais sur notre plus grosse année, on est monté à 11 millions d'euros de chiffre d'affaires exactement. Donc c'était une très belle aventure. Beaucoup de rencontres qui ont fait que ça a marché. Une belle réussite, finalement. Belle réussite, c'était mal parti, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la chance, ça a beaucoup joué, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est parti du business après, il s'appelle Michael Bizet, qui m'a fait rencontrer des influenceurs. C'était l'Eldorado des influenceurs parce que personne ne les utilisait. Personne ne leur donnait de l'argent pour proposer des produits, il n'y avait même pas encore les agences. Et on pouvait payer une influenceuse de 500 euros et elle vous faisait 15 000 ou 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc le ROI, il était irréaliste. Ouais, c'était à l'époque. On était en 2016. J'avais commencé avec Instagram, ça ne marchait pas. Et un jour, une influenceuse m'envoie un message, me dit « Clark, j'ai aimé cette paire de chaussures, envoie-la-moi et je te fais un post sur Snapchat. » Snapchat, c'était vraiment les tout débuts aussi. Et je vois d'un coup plein de ventes, plein de monde sur le site. Et je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais arrêté la pub à ce moment-là. On était au bord de... Enfin, j'étais en train d'arrêter, quoi. Clarosa, c'était pratiquement la fin, au bout de 8 mois. Et là, les ventes explosent. J'appelle ce Michael Bizet, je lui dis trouve-moi toutes les influenceuses que tu peux et on y va. Ça a duré 1 an et demi avec lui, supplémentaire. On a gagné beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Après, les concurrents ont commencé à arriver. On a changé un peu le business. On ne s'est pas focus que sur les influenceuses. Pendant 5 ans, 6 ans, ça a marché du tonnerre. On a gagné énormément d'argent. On n'a jamais levé de fonds. Quand je dis on, parce qu'on a mon associé qui est aujourd'hui dans Goliath, qui m'a rejoint après 1 an et demi, 2 ans dans l'aventure Clarosa, qui est sorti numéro 1 de l'école 42, qui a développé toute la structure Clarosa, qui est devenue une boîte assez importante. On vendait jusqu'à 2000 voire 3000 paires de chaussures par jour. Okay. On n'a jamais été en logistique, on était dans des entrepôts. On avait un entrepôt de 3000 mètres carrés avec des machines. Enfin, on a commencé tout petit. Et au final, on est devenu une grosse boîte qui générait un chiffre d'affaires important, mais qui avait surtout un très gros volume parce qu'on vendait des paires de chaussures entre 19,99 et 39,99. Donc le volume de vente était assez important. Donc tu dis que la chance a joué, ton positionnement peut-être aussi. Tu lances le e-commerce finalement quand même tôt, en 2016. Je ne sais pas si c'est déjà l'essor vraiment du e-commerce comme on l'a entendu après. L'influence, c'est encore un peu le début comme tu le dis. Donc oui, il y a de la chance, mais il y a aussi des bonnes décisions à un moment. Tu dis que tu as démarré avec 5 000 euros, ça veut dire que vous réinvestissez aussi à chaque fois pour développer l'entrepôt ? Oui, on a toujours investi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis 5 000 euros dès le premier jour, on a eu du déficit, on a eu les banques qui nous ont un petit peu suivis. Quand je dis déficit, on avait eu découvert à 30 000, 40 000, 50 000 euros au plus haut. Et après, on devait sans cesse réinvestir dès qu'on a gagné de l'argent, mais on n'a jamais réinvesti d'argent dans la boîte. On avait un peu de crédit fournisseurs, très peu parce qu'on faisait des petites quantités au début. Et pourquoi je dis qu'on a eu de la chance ? Parce qu'au bout de 8 mois, on était en déficit complet et j'ai une influenceuse qui m'envoie un message « Envoie-moi cette paire de chaussures, je vais la poster ». Elle a posté sur Snapchat et pas sur Instagram alors on travaillait déjà avec Instagram. Alors il n'y avait pas les stories à l'époque, mais c'était sur feed. Et là, les ventes explosent. Et donc, pourquoi je dis c'est de la chance ? Parce que si cette influenceuse ne m'avait pas envoyé un petit message juste pour me dire je vais poster sur Snapchat et elle l'aurait posté comme sur Instagram comme elle le faisait auparavant, j'aurais jamais eu cette chance de voir. Et à quelques semaines près, Clarosa n'existait plus.
Et c'est ça qui est dingue. Tu dis que la Rosa, c'était presque la fin et finalement, ça relance la machine. Exactement. Encore une fois, on a eu cet exemple-là 2 ans après, en 2018. Début 2018, la boîte va très mal. Les influenceurs, bah, ça marchait pas trop. On n'avait pas des super bons produits peut-être. Et on lance un produit en 2018 qui est une paire de baskets avec des franges, quelque chose d'assez classique, hein, vraiment rien de spécial, et qui fait que la boîte repart, on refait du chiffre d'affaires. Et là, on était relancé sur de la création de produits constamment, des nouveautés, une grosse base client qu'on a réussi à retravailler. Et on est reparti. En fait, il y a eu des moments où on gagnait énormément, des moments où on perdait, il y a eu des hauts et des bas. Et je pense que c'est aussi ça le business, où on voit il y a des super bonnes périodes et des mauvaises périodes, et faut savoir faire face à ça. Mais la chance joue énormément. Après, on va évidemment la chercher, mais ça joue beaucoup en termes de vie pour la boîte. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres? Tu dis que tu lances ça en 2015. Tu vois, pour avoir une idée de la croissance que vous faites au fil des années, par exemple. Bien sûr. Première année, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, 3 millions. Troisième année, 3,6 millions. 6 millions, 11 millions, encore 11 millions. Et après, ça a commencé à chuter. Comme je le disais quand on parlait un petit peu, toi et moi, juste avant, c'est une boîte qui a très très bien fonctionné. On s'inspirait de marques pour que ça marche. C'est un peu le modèle de Zara. On n'a rien inventé. On s'inspirait des plus grandes marques. On essayait de faire des petites modifications. On avait pas mal de procès avec des marques constamment. On avait beaucoup d'avocats qui travaillaient pour nous pour faire face à ça. Et au tout début, quand tu es une petite boîte, tu peux toujours t'en sortir. Après, quand tu commences à faire de la pub à la télé, l'influence, ça commence à être de plus en plus gros. On prenait les plus grosses influenceuses. On travaillait avec Caroline Receveur, on travaillait avec Nabila, on a travaillé avec les plus grosses influenceuses du moment, à l'époque en tout cas. Et donc, on était très visible. Donc, les procès, ça allait très très vite. Et quand on commence à faire de la grosse pub qui coûte cher, on ne peut plus se faire passer pour la petite boîte qui ne savait pas trop que c'était un modèle de chez Zara ou Chanel. Tu ne peux plus faire l'innocent. Ou que tu as vendu 40 paires alors que tu en as vendu 4000. Donc, tu ne peux plus faire l'innocent exactement. Et donc, on s'est retrouvé à avoir pas mal de procès, à avoir pas mal de complications. Et on avait gagné beaucoup d'argent. On prenait des dividendes tous les ans et on n'avait pas spécialement d'investisseurs derrière nous pour dire, voilà, on a besoin de vendre la boîte, on a besoin de faire un cash-out pour que tout le monde gagne de l'argent. On était seuls. On a fini par fermer l'entreprise, revendre seulement le nom à une autre boîte. Mais aujourd'hui, on s'est consacré à un autre business qui nous passionne vraiment. C'est Goliath. On va en parler, mais dès qu'on a commencé à gagner de l'argent, notre but, c'était d'investir notre argent, comme beaucoup. Et on s'est rendu compte que les plateformes existantes n'étaient pas... Alors, depuis, ça a quand même pas mal évolué, parce qu'on a commencé le projet il y a presque 4 ans. Il n'y avait pas de plateforme qui répondait à nos besoins en tant qu'investisseur jeune qui a de l'argent à investir. Et c'est là où on s'est dit qu'on allait créer Goliath. Ça a été très compliqué. Il y a eu des très grosses étapes avant d'y arriver, parce que nos concurrents valent plusieurs milliards. Mais on y est arrivé et c'est que le début. On va y revenir, effectivement. Bon, on le sent, tu as quand même quelque chose qui te passionne, qui te pousse dans l'entrepreneuriat. Tu rebondis juste après Clarossa, juste pour qu'on comprenne. L'exit que tu fais, donc la revente du nom, ça se fait dans quel contexte? C'est une décision qui est difficile à prendre ou vous vous dites, OK, on est arrivé à la fin d'un cycle? Comment est-ce que vous prenez cette décision-là concrètement? Très simple, c'est sûr que ça a été très dur. On y a beaucoup réfléchi, on a même eu des propositions de rachat au moment où on était au sommet qu'on a refusé. Alors des propositions de rachat pas directes, on n'a pas eu une marque qui nous dit on vous rachète tant. Par contre, on a été vers des banques d'affaires qu'on connaissait qui nous ont dit voilà, on peut vous sortir entre tel prix et tel prix, ça peut être intéressant. C'est une leçon aussi peut-être parfois de vendre au moment où on est au sommet. Maintenant, la décision elle a été compliquée parce que c'est ma première boîte, je l'ai commencé très jeune. Il y a eu des hauts et des bas. Et on espère toujours que ça va remonter. Et je me suis dit, bah, c'est un moment où c'est difficile. Ça générait de l'argent, beaucoup d'argent en termes de chiffre d'affaires. Ça gagnait moins parce qu'on avait beaucoup de procès. Les influenceuses sont devenues de plus en plus chères. Les pubs à la télé devenaient de plus en plus chères. Donc on rentrait un peu moins dans nos coûts, mais ça laissait quand même de l'argent. Et on s'est dit, peut-être à ce moment-là que c'est le moment de vendre, de passer à une autre étape de notre vie en lançant une nouvelle boîte. On ne l'a pas vendu directement. On a commencé Goliath en avril 2021. Le projet est né en avril 2021 dans nos têtes. Et on a vendu le nom Clarossa en janvier de l'année dernière.
donc 2024. Ok. Donc ça fait à peine un an. On avait 1 million de clientes quand même, 1 million de clientes fidèles qui pouvaient commander une fois tous les 2 ans. Donc c'était assez important. On avait une application avec 200 000 utilisateurs. Donc on avait une vraie communauté. Maintenant, ça a été évidemment très dur, mais il fallait qu'on passe à autre chose. Et même pour nous, au bout de 8 ans, pendant 8 ans, on a gardé cette boîte. Il y a un moment où, évidemment, tu vas être moins motivé, on va dire, pour relever la pente. Et voilà, c'est tout à fait humain, je pense. Et Donc, bien sûr, une forme de lassitude aussi, peut-être, Exactement. Des procès. On avait vu beaucoup de choses, on avait vu les bonnes choses du business, les mauvaises choses du business. On voyait aussi que c'était un peu plus compliqué pour nos fournisseurs. Le milieu était compliqué en termes de... les dépenses des Français étaient de moins en moins élevées. Donc, on s'est dit qu'on est peut-être sur une phase où ça va être très dur pendant 5-6 ans et peut-être se concentrer sur un business qui nous passionne depuis longtemps, qu'on ne pensait pas faire réellement parce que c'est un business très difficile et qui va répondre à un besoin beaucoup plus important, c'est investir son argent au lieu de le dépenser d'ailleurs dans des choses un peu moins importantes. Si c'était à refaire aujourd'hui, Clarosa, est-ce que tu penses que tu le referais exactement de la même façon ? Oui, la même chose, identique. Évidemment, on apprend un petit peu sur son premier business et je pense qu'on continue à apprendre toute sa vie. Mais je referai exactement pareil, tout ce que j'ai fait. Et je n'ai pas spécialement de regrets là-dessus. Tu le dis, pendant Clarosa, même je ne savais pas que c'était pendant, tu vois, que vous aviez cumulé les 2 business en même temps. Tu repars de zéro, tu te dis, OK, on va lancer une plateforme dans l'investissement. Goliath, en gros, pour résumer, c'est investir dans des produits financiers, dans des actions, échanger avec une communauté d'investisseurs. Vous appelez ça le trading social. J'ai bien appris mes fiches. Alors, tu l'as rapidement dit, l'idée pour vous, c'est de suivre aussi votre passion, d'aider les personnes à investir. Et pourquoi vous lancez ce projet-là à ce moment-là et quel est le but pour vous avec Goliath ? En avril 2021, on sent que le business Clarosa marche toujours, mais est de plus en plus difficile. Et on ne voyait pas les choses s'améliorer vraiment dans le futur. Donc on s'est dit, on a de l'argent, on en avait parce qu'on en avait gagné pas mal pendant ce moment-là. Et j'avais 23 ans au moment où je dis à David, mon associé, viens, on lance ce projet qui est un projet assez fou, mais je pense qu'on peut y arriver. On a de l'argent, on a du temps, parce qu'il faut du temps pour lancer un projet comme ça. Pour te donner un exemple, en termes de date, on a lancé en avril 2021 le projet et il est sorti sur le store en septembre 2023. Ok. Donc ça a pris 2 ans et demi avant de se dire « Ok, on va avoir nos premiers clients ». Ce qui est quand même long pour un business. Et pendant ces 2 ans et demi, tu passes par des moments où tu te remets pas mal de fois en question. Pour te donner les étapes, tu vas rencontrer des avocats pour aller chercher ta licence. Tu crées ton dossier de licence. Ensuite, entre le moment où tu déposes ton dossier aux autorités des marchés financiers, il va se passer plusieurs étapes avant d'avoir ta validation. Plusieurs allers-retours. Et ça, c'était très, très long. Beaucoup plus long que prévu. Et en même temps de tout ça, tu développes ta tech qui doit être irréprochable parce que tu as des clients qui vont venir, qui vont déposer de l'argent, 100 € comme 500 000 €, et il faut pouvoir répondre à ces besoins-là. Et tu n'as pas le droit de merder avec eux parce qu'on touche à l'argent et l'argent, c'est extrêmement important pour tout le monde. Donc, je pense que c'était le meilleur moment pour le faire parce qu'on était jeunes. On n'avait pas le droit de se planter sur un business comme ça parce que ça peut nuire énormément à ton image. Et ce n'est pas dans notre état d'esprit aussi, même si se planter, ça peut arriver à tout le monde. Mais l'idée, c'est, même s'il faut aller beaucoup plus lentement, c'est de ne pas se planter. Et aujourd'hui, c'est un pari qui est quand même réussi parce que c'est une boîte qui est rentable. Mais donc, il y a eu beaucoup d'étapes et on s'est dit, on va se lancer dans un business qui est très difficile, mais on a le temps, on est jeune, on a un peu d'argent et on peut y aller. On a investi 1 million € de notre propre argent. C'était tout ce qu'on avait avant de faire notre première levée de fonds. Tandis que pour faire une boîte comme ça, en général, on va lever des fonds instantanément, beaucoup d'argent. On a commencé, on était 2, et aujourd'hui, on est 17. Et la boîte se développe assez bien. Incroyable. Merci. Quelle est aujourd'hui la mission exacte de Goliath ? Tu vois, si tu devais décrire rapidement la plateforme à quelqu'un qui ne comprend rien peut-être à l'investissement, parce qu'il y a des produits structurés, etc. D'ailleurs, je vais y revenir parce que vous lancez ça très très jeune, et je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont des compétences
aussi poussé peut-être dans le monde de la finance à cet âge-là. Mais si tu devais résumer la plateforme rapidement, tu vois, à un repas de famille à Noël, peut-être ta grand-mère qui te dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Clark? Je comprends pas. » C'est très simple. Aujourd'hui, Goliath, notre mission, c'est de proposer une multitude de produits financiers de manière très simple. Comme tu le disais, on fait des produits structurés, on fait des actions, on fait des matières premières, on fait du trading. Trading, c'est vraiment day trading, achat-vente, forex. On fait beaucoup de choses, mais la mission, c'est toujours la même, c'est rendre accessibles ces produits de manière très simple. Si tu vas chez nos concurrents, par exemple, ils vont proposer des actions, des matières premières, de la crypto. Quelque chose d'assez classique. Nous, on va proposer beaucoup plus de produits, on va les catégoriser et de manière très simple. C'est-à-dire que même quelqu'un de 18 ans qui n'a jamais investi sur les marchés, il arrive sur Goliath, il ne peut pas ne pas comprendre comment acheter une action. Suivre son portefeuille de manière très simple. Il n'y a pas de complexité là-dessus. Tu veux voir ton historique de transaction, c'est simple. Tes frais que tu as payés, c'est simple. Tout est ludique. Tu vois, un très bon exemple qu'on peut prendre aujourd'hui dans notre... et je pense que c'est l'une des plus belles fintechs, c'est la plus belle fintech de notre génération. Et je pense que pour les 10 prochaines années, ça va rester le cas. À moins que Goliath les dépasse, mais je n'ai pas cette ambition. C'est Revolut, qui est pour moi la plus belle boîte du moment dans notre secteur. Et c'est simple. Tu n'as pas de complexité là-dessus. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour l'investissement. C'est qu'on a clarifié tout ça pour pouvoir investir de manière très simple. Donc, sur tous les produits financiers, c'est la même mission, c'est que ce soit simple et accessible. Tu me parlais des produits structurés. Quand on a lancé les produits structurés, c'était la grande question. Est-ce que tout le monde va comprendre comment ça fonctionne un produit structuré? Des produits structurés, tu peux faire, c'est comme son nom l'entend, mais tu peux faire plein de produits différents, complexes, simples. Tu peux faire beaucoup de choses pour créer un produit structuré. Nous, c'est toujours la même idée, c'est toujours les mêmes caractéristiques, c'est toujours le même nombre d'actions. Et on a une vidéo en dessous de chaque lancement de produit structuré où on explique comment il fonctionne le produit, comme si on l'expliquait à un enfant de 5 ans. Pareil, donc la mission, c'est de le rendre simple. On offre des taux entre 9 et 12% par an, parfois des taux garantis, parfois des taux non garantis. Le capital n'est jamais garanti, mais on propose plusieurs produits financiers différents et tu vas avoir des personnes qui vont mettre que sur les structurés parce qu'ils ne veulent pas suivre des actions. Tu vas avoir des personnes qui vont mettre que dans des actions, des personnes qui vont mettre que dans des matières premières. On lance la crypto prochainement. Mais l'idée, voilà, la mission, pour répondre à ta question, c'est de rendre accessible toutes sortes de produits financiers. Donc de rendre simple finalement l'investissement, démocratiser l'investissement pour tout le monde. Quelqu'un demain qui veut acheter une action, c'est simple. Exactement. Une action, encore une fois, on a des concurrents qui le font très bien. Et c'est pour ça où on vient apporter notre savoir-faire, c'est la possibilité d'investir sur toutes sortes de produits financiers et apporter un côté social et académique où tu peux apprendre les bases de l'investissement à travers des vidéos, des questions-réponses, à travers un feed d'actualité où tu vas partager tes achats, tes ventes, communiquer avec une communauté ultra engagée. On a 35 000 utilisateurs. On génère plus d'1 milliard de volume de transactions mensuelles. Donc, c'est assez important parce qu'on a la partie trading qui marche assez bien. Donc, ça, c'est une autre part de l'application où on pose beaucoup de questions avant que tu puisses pouvoir le faire. C'est l'investissement à effet de levier, le trading à effet de levier. Donc, je te donne un exemple. Il y a Tesla où toi, tu as 1 000 € sur ton portefeuille. Le levier, il est x5. Et nous, on va te prêter 4 000 € et tu vas investir 5 000 € sur Tesla. Si à partir du moment où tu fais plus 10%, tu vas gagner 500 € parce que c'est 10% de 5 000. Par contre, le cas inverse, c'est aussi le cas. Tu perds 10%, tu perds 500 €, alors que tu avais investi 1000, donc tu as perdu 50% de ton investissement initial. C'est le risque de l'effet. C'est le risque, mais on le rend extrêmement simple aussi pour pouvoir le faire. Ok. On donne accès à ça. Pour des raisons réglementaires, on pose beaucoup de questions avant que tu puisses prendre ce risque-là, mais c'est un peu le but de notre plateforme. Vous faites du CFD ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. On fait du futur, on ne fait pas de CFD, on n'est pas réglementé pour faire du CFD et on n'est pas market maker, on passe les ordres sur le marché. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est un produit structuré? Bien sûr. Un produit structuré, c'est un produit financier composé de plusieurs caractéristiques. Donc, je vais rentrer dans le détail des caractéristiques après. Et c'est une banque qui va émettre le produit. Donc, nous, on est intermédiaire. Et on va se connecter à une banque qui va nous proposer un produit qu'on va mettre sur notre plateforme et
tu vas pouvoir investir dessus à partir de 200 € ou 150 €. Normalement, c'est un produit qui est à partir de 100 000 €, 200 000 € selon la banque. Donc, il y a plusieurs caractéristiques dans un produit qui va faire que tu vas toucher ton rendement. Je vais prendre un produit qui va parler à tout le monde, qui s'appelle Nvidia Tesla sur Goliath, qui est déjà fermé, donc on ne peut plus réinvestir dessus. Il y a 2 actions, il y a Nvidia et il y a Tesla. Un rendement annuel de 10% et une barrière de protection à 50%. OK ? Tout va être sur la barrière de protection. À la fin de chaque mois, on va regarder le prix des 2 actions. Si tu as une action qui a perdu plus que 50%, ce mois-ci, tu ne vas pas recevoir ton rendement. Par contre, si l'action qui avait perdu plus que la barrière de protection, donc Tesla qui avait perdu 55%, elle va remonter au-dessus de la barrière le mois d'après, tu vas être payé pour ce mois-ci, mais également le mois précédent. Donc, c'est rétroactif. Si tu as une action qui se porte mal pendant 6 mois et le 7e mois, l'action se porte bien, mieux, eh bien, tu vas toucher les 6 mois que tu as manqué en termes de coupons. Donc voilà, quand on est à 10% par an, ça fait 0,85% à peu près par mois et on va payer tous les mois. Donc ça, c'est pour la partie coupon. Et pour la partie capital, en général, le produit dure 4 ans. À la fin des 4 ans, tu as deux scénarios qui s'invitent à toi. Soit les 2 actions, il y a une qui a perdu 20, l'autre qui a perdu 30%. Eh bien, on va te rembourser la totalité de ton capital parce que tu es sécurisé jusqu'à une baisse de 50% d'une des actions. Par contre, si tu as, imagine, toujours Tesla qui a perdu 60%, eh bien, tu vas perdre 60% de ton capital. Donc, la barrière de protection, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu as sur le coupon et sur le capital à la fin de l'échéance. Donc ça, on essaie de l'expliquer assez bien à travers une petite vidéo, quelques motion design qui va nous permettre de l'expliquer en dessin. Et aujourd'hui, tu peux aussi prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe sur l'application. On ne donne pas de conseils en investissement, mais pour avoir plus d'informations et expliquer comment ça fonctionne. On a beaucoup de clients qui vont nous dire « est-ce que j'investis, est-ce que je n'investis pas ?» Nous, on ne donne aucun conseil. On essaye de construire des produits qui vont être le plus sécurs possible, mais il y a toujours des risques d'investir sur un produit structuré. Évidemment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des rendements beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir en banque. On est en 9, 10, 12%, donc ce qui est assez important. On n'a aucun produit qui a fait défaut à date parce qu'on n'est pas arrivé à échéance. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se finance bien. On finance entre 150 et 300 000 € par mois de produits structurés. Je pense qu'effectivement, avec quelques petits graphiques, si j'investis 100 €, même si ce n'est pas possible sur le produit structuré, mais si j'investis 100 €, je peux perdre 60 €. Je pense que tu vois, c'est un peu plus clair. Exactement. Pour quelqu'un qui n'est... Alors 100 €, c'est pas possible, mais on est à 150 €. Hein. Oui, donc ça commence quand même assez bas. Oui, ça commence assez bas. On avait commencé à 50, après on est monté à 150 pour des raisons réglementaires parce qu'on ne peut pas avoir plus de 149 investisseurs sur un produit structuré. Et on a beaucoup de monde qui investit dessus. Et surtout qu'aujourd'hui, si tu vas à la Société Générale ou à la BNP ou n'importe quelle banque, pour ouvrir un produit structuré, seul, c'est minimum 100 000 €. Après, en assurance vie, ça peut être un peu différent. Ça va être un peu plus opaque, un peu plus compliqué de comprendre les produits. Nous, on essaie de faire des produits simples pour nos clients. On le disait, l'idée, c'est de démocratiser l'investissement. Et je pense que vous y arrivez, du coup, si vous simplifiez vraiment les termes. Dans précédentes interviews que j'ai faites, on le dit, parce que j'ai reçu Cédric Debrix qui démocratise un peu... Qui est un très bon ami. L'immobilier, notamment. Et tu vois, très souvent, on se dit la banque, elle utilise des termes compliqués pour qu'on soit perdu. Et donc, les plateformes comme vous qui arrivent et qui essayent un peu de démocratiser ça, expliquer simplement, je pense que vous avez une vraie mission ici auprès, tu vois, des particuliers qui ont l'impression que le monde de la finance, c'est pas pour eux. Si, c'est pour eux, si on leur explique simplement comment ça fonctionne. Je pense que le monde de l'investissement, il est pour tout le monde. Le monde du trading, il n'est pas pour tout le monde. Donc, c'est deux choses différentes. Les banques, pendant longtemps, encore aujourd'hui, ils ont toujours utilisé des termes compliqués pour l'investissement. Quand on va t'expliquer un produit structuré en banque, je pense que ça va être moins bien fait, sans être prétentieux, mais qu'un Goliath sur une vidéo de 5 minutes, pour essayer de perdre un petit peu et gagner un peu plus de frais. J'ai rien contre les banques parce qu'ils font quand même un travail assez bon sur certaines choses. Mais je pense que sur l'investissement, ils sont bien loin derrière des nouvelles boîtes qui arrivent sur le marché, comme Brix notamment, ou comme Goliath, ou comme d'autres qui font très bien leur travail. Aujourd'hui, une banque, si tu vas investir sur l'application Société Générale ou Crédit Agricole en bourse,
c'est archaïque, c'est complexe, des frais qui sont hallucinants, et ils donnent une porte ouverte à des boîtes comme Goliath pour arriver sur le marché et rafler tous leurs clients sur cette partie-là en tout cas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme des crédits, il y a des choses qu'on ne peut pas faire qu'eux font très bien, ou pas, mais comme ils sont les seuls à le faire, on n'a pas le choix d'aller chez eux. On a tous besoin d'avoir une banque. Mais sur la partie investissement, il y a, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On est très loin d'y avoir réussi, notamment sur Goliath, mais même sur d'autres produits financiers. Et donc, voilà, l'investissement, c'est fait pour tout le monde parce qu'il faut investir son argent. En bourse, j'y crois sincèrement. Pas parce que je suis CEO de Goliath, mais parce qu'en bourse, un portefeuille long terme bien investi sur des actions à grosse capitalisation boursière, sur du long terme, on est gagnant. Pour moi, à coup sûr, parce que si vous prenez 20 actions à grosse capitalisation, les plus grosses capitalisations, et on prend les 10 dernières années, eh bien, l'évolution elle est assez importante, assez impressionnante même. Moi, personnellement, j'ai un portefeuille. Sur 2 ans, je suis à plus 45%. Il y a très peu de business où on peut faire ça. Tu sélectionnes toi-même tes actions? Je choisis personnellement mes actions, mais je ne vais pas chercher des petites actions qui vont exploser au bout de 2 ans parce que je suis un professionnel. Je ne suis pas du tout un professionnel de l'investissement. Je m'intéresse à l'investissement, je regarde un peu les actions. Je donne aucun conseil d'investissement, mais mon portefeuille, tu le vois, c'est du Tesla, c'est du Amazon, c'est du Nike, c'est du LVMH qui a beaucoup baissé, donc j'en ai acheté. Voilà, il y a pas mal d'actions, mais aucune action de mon portefeuille n'est inconnue du grand public. Tu fais pas les small caps? Non. Après, évidemment, je m'amuse parfois un petit peu et je me suis cassé la gueule sur pas mal de choses et j'ai gagné aussi beaucoup d'argent parce que j'ai ce petit côté joueur. J'ai 2 portefeuilles, mais c'est vraiment de l'argent que je suis prêt à perdre. Mais le gros de mon portefeuille, c'est principalement sur des grosses capitalisations qui vont faire que mon portefeuille va bien se porter. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, on est hyper bien informé. On est hyper bien informé pour investir en bourse sur des entreprises. Je te donne un exemple. On sait que tout ce qui est défense, c'est de plus en plus important pour les pays dans le moment dans lequel on est. Donc, tout simplement, tu vas investir dans toutes les entreprises qui sont dans l'armement. Alors, ce n'est pas hyper éthique. Hein. Après, chacun choisit dans lesquels il investit. Tu vas avoir le nucléaire, tu vas avoir l'intelligence artificielle, tu vas avoir les semi-conducteurs. Tout ça, il suffit que tu regardes un petit peu les informations ou que tu es connecté à quelques bons comptes sur Instagram pour savoir qu'il faut investir dans ce secteur-là. Et il ne faut pas être un professionnel, il ne faut pas être Warren Buffett pour te dire je vais investir dans ça. Et même Warren Buffett, si tu regardes son portefeuille, il vient d'investir 600 millions dans Domino's Pizza. C'est pas parce que c'est un génie de la finance, hein, c'est parce qu'il a regardé quelques chiffres, il a fait ses analyses et il pense que Domino's Pizza, sur les 20 prochaines années, ça va faire pas une révolution, mais ça va évoluer dans le bon sens. On note. Donc voilà, dans l'investissement, je pense que c'est pour tout le monde. Le trading, j'y viens. C'est de l'investissement du day trading, effet de levier, forex, matières premières, le gold, les actions aller-retour 10 fois dans la même journée. Ça, je pense qu'il faut être un professionnel. On donne l'outil pour le faire sur Goliath. Il y a des gens qui ne sont pas professionnels qui gagnent de l'argent. Il y a des gens qui ne sont pas professionnels qui en perdent beaucoup, malheureusement. Et on va avoir des professionnels qui gagnent aussi de l'argent et qui en perdent. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. L'idée, encore une fois, c'est de donner la possibilité de le faire parce qu'on a un client la semaine dernière qui a gagné 800% sur une action parce qu'il a réussi à faire un bon levier, il est rentré au bon moment. Donc, ce qui est assez incroyable parce que sans Goliath, il n'aurait pas pu le faire parce que si tu vas chez des concurrents à nous, j'ai pas de problème de le dire parce qu'ils sont 10 fois plus gros que nous, Interactive Broker par exemple. Si tu arrives sur leur plateforme pour faire du trading, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de le faire. Parce que... pas très intuitif. Voilà, exactement. Nous, on le rend simple et c'est notre mission, toujours la même, de rendre simple des produits complexes ou même des produits simples de base. Effectivement, c'est un milieu, on le comprend, qui, avec des bons mots, peut être simple, être compris par tout le monde. À 23 ans, quand même, tu lances Goliath. Ça veut dire que tu as quand même des compétences dans ce milieu-là, que tu comprends ce milieu. J'ai 2 questions. Comment tu t'es formé sur ces sujets-là? Et surtout, quand tu vas voir l'AMF, par exemple, pour ton agrément, est-ce qu'on te regarde un petit peu en te disant tu as 23 ans est-ce que ça te ferme un peu des portes ou ça te complique le chemin? Je vais être très transparent avec toi. On n'est pas régulé à l'AMF, on est régulé à la SAISEC et on n'est pas sporté en France par la CPR. Donc la SAISEC, c'est les autorités des marchés financiers chypriotes.
Pourquoi j'ai pas été à l'AMF? J'ai été voir EY, qui est un des plus gros cabinets des Big Four d'avocats. Et quand j'ai été les voir, je leur ai dit voilà, mon business plan, je veux monter une plateforme d'investissement en leur expliquant que c'est de manière très simple, pourquoi on veut le faire, etc. Et ils m'ont dit écoute, tu viens pas du marché financier, tu as de l'argent sur tes comptes, mais pour l'AMF, il faut beaucoup plus que ça. Je pense qu'il faudrait que tu ailles voir la possibilité d'avoir une licence ailleurs qu'en France parce que l'AMF est très dur. Je regrette parce que je pense qu'ils se sont trompés là-dessus et l'AMF, ils sont hyper ouverts sur ce marché-là de plus en plus. Mais on était en 2021, juste avant l'histoire de l'entrepreneur qui avait FTX, j'ai oublié son nom. Pareil, je sais plus. Et qui, du coup, qui a déposé le bilan avec beaucoup de choses à ce moment-là. Et du coup, je ne me suis pas régulé en France. J'ai été me réguler à l'étranger. On a des bureaux à Chypre, on a aussi des bureaux en France, on a une équipe en France, une équipe à Chypre. Et donc voilà, bon, on est régulé en Europe, c'est exactement la même chose. On est sur les mêmes règles et à chaque fois qu'on fait quelque chose, tu vois, ça a pris beaucoup plus de temps d'avoir sa licence à Chypre qu'en France au final. Et ça a été très, très, très complexe pour nous. Donc peut-être j'ai été mal conseillé. En tout cas, on y est et on parle aussi avec la CPR pour plusieurs points. Excuse-moi, j'ai oublié ta question de base, mais... Non, c'est à 23 ans, comment est-ce que toi, tu te dis... Parce que pour lancer une plateforme d'investissement, de vulgarisation un petit peu de ce milieu-là et de démocratisation, il faut que toi, tu aies déjà des connaissances assez particulières, tu vois, pour tout ce qui est produits structurés, actions, crypto. Comment est-ce que toi, tu t'es formé et comment est-ce qu'à 23 ans, tu te dis, je me sens légitime à lancer une plateforme? Alors, premièrement, comme je te disais, je ne suis pas un professionnel de trading. J'ai commencé à investir à 19 ans, 18 ans même. Dès que j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, j'ai commencé à investir. Quand on a eu cette idée de lancer cette partie sociale, c'était pour des investisseurs comme nous, qui n'étaient pas spécialement professionnels, qui souhaitaient investir sur les marchés, qui ne s'y connaissaient pas réellement. Nous, notre mission, ce n'était pas de donner des conseils en investissement. C'était pas ça qu'on veut faire et c'est pas ça qu'on veut faire dans le futur. C'était donner une technologie qui va permettre d'investir sur les marchés de manière très simple et avec une expérience d'utilisateur qui était unique sur le marché. Pour faire ça, il fallait pas être un professionnel, il fallait avoir les meilleurs développeurs dans son équipe et c'est ce qu'on a, sans être prétentieux, mais on a pour moi l'une des meilleures équipes de dev en France parce que mon associé est un génie du développement et il a recruté tous ses potes de 42, qui est l'une des meilleures écoles du coup de développement en France. Et donc, ils ont été très bons là-dessus. Après, en termes de réglementation, ça a été très compliqué, surtout qu'on ne venait pas de ce milieu-là. Donc, on a dû embaucher des personnes qui viennent de ce milieu-là. Et après, il y avait toute la partie marketing qui était autre chose. Mais encore une fois, on avait des bases dans l'investissement. Et je pense que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, Goliath a un certain succès. C'est parce que c'est des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas spécialement d'expérience comme un trader de la Société Générale qui a fait 20 ans à la Société Générale, qui crée sa plateforme, parce qu'un gars qui a fait 20 ans à la Société Générale, il ne va pas penser comme un investisseur de 19 ans, 20 ans ou 30 ans qui n'a jamais investi sur les marchés. Totalement. Et ça a été notre force, c'est que quand on s'inspirait parfois, on le dit, d'autres plateformes, on dit non mais c'est trop compliqué sur cette plateforme, il va falloir qu'on change ça complètement et qu'on le rende simple. Et aujourd'hui, ça a été très long, comme je t'ai dit, 2 ans et demi avant d'être sur le marché. Aujourd'hui, on est rentable après 15 mois d'activité, ce qui est pratiquement impossible pour des boîtes comme la nôtre. On a levé très peu d'argent, on a mis 1 million d'euros personnel, mon associé et moi, et on a levé 2 millions d'euros. On n'a jamais relevé d'argent depuis le lancement. En 15 mois, on est rentable et on gagne de l'argent. On va dire, non, on prend des frais hallucinants. Pas du tout. On travaille avec des partenaires qui nous rémunèrent, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir des frais en investissant avec Goliath, pas plus cher que d'autres. Les frais, c'est très simple, c'est 1 euro jusqu'à 500 euros et au-dessus de 500 euros, on prend 0,25% du montant. On prend des frais de change euro-dollar qui ne sont pas pour nous quand vous achetez des actions américaines. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres frais. Sur les produits structurés, on est rémunéré par les banques émettrices et sur les stocks, pareil, quand on apporte du volume à nos brokers,
on est rémunéré sur le volume. Donc, c'est nos partenaires qui nous payent et ce n'est pas nos clients. Nos clients payent que vraiment une toute petite partie. Donc, aujourd'hui, d'être rentable sur ce genre de business, c'est très dur parce que l'acquisition coûte très cher. On vient du monde du B2C. On a monté une première boîte dans le B2C. Et donc, on savait comment ramener du monde sur notre app. Et aujourd'hui, voilà, après 15 mois d'activité réelle, on est rentable et on gagne de l'argent. Et l'acquisition, aujourd'hui, vous faites comment? Quel est votre principal canal d'acquisition? Principal canal d'acquisition, c'est des ambassadeurs. On travaille avec des ambassadeurs qu'on rémunère sur du parrainage à vie. Donc, c'est-à-dire que, imagine, toi, tu me ramènes un client qui investit aujourd'hui, mais il investit pendant 10 ans chez nous. Eh bien, pendant 10 ans, tu vas être rémunéré sur ton filleul que tu as ramené. Sur sa performance? Non, pas sur sa performance, sur les frais de transaction. Ok. Donc, imagine, les frais de transaction, c'est 1 euro. Et ben, toi, tu vas toucher 50 centimes à chaque fois qu'il va investir. Maintenant, c'est 1 euro sur l'investissement classique. Si tu vas sur de l'effet de levier ou c'est du structuré, il y a beaucoup plus d'argent à gagner. Sur l'effet de levier, on prête de l'argent à nos clients, donc il y a des frais journaliers. Les frais de transaction, ce n'est pas 1 euro, c'est plutôt entre 3, 5, 10 euros selon le montant que tu vas investir. On est aussi bon sur le marché en termes de tarification, mais sur l'investissement à effet de levier, c'est complètement différent de l'investissement classique. Donc, on a des apporteurs d'affaires qui vont gagner 2 000, 3 000, 5 000 euros par mois. On en a. Et on en a de plus en plus. Donc, ça nous permet d'avoir des coûts qui sont mesurés parce qu'on ne va pas payer du marketing où il n'y a pas de retour sur investissement. C'est le fonctionnement de pas mal de plateformes, finalement. Oui, si tu veux savoir, OnlyFans, c'est comme ça qu'ils ont ramené le plus de clients. Bon, du coup, c'est pas le bon exemple. eToro, qui font des CFD beaucoup, j'entends plus trop parler d'ailleurs, mais eux, ils rémunéraient, je sais pas, tu vois, un trader qui allait ramener toute sa communauté sur la plateforme, parfois, je crois, 800 euros par inscrit. Enfin, c'était assez dingue. Oui, mais en soi, ils font du CFD, comme tu as dit, et ils sont market makers. Donc ça, c'est une licence à avoir qui coûte plus d'1 million d'euros. Être market maker, c'est-à-dire que toi, tu vas passer un ordre sur le marché, nous, on va pas passer l'ordre pour toi. On va jouer contre toi. C'est le but des CFD. C'est le but des CFD. Il y en a qui vont... Parfois, on va passer l'ordre parce que tu es un bon trader et on sait que tu as plutôt tendance à gagner de l'argent. Mais Madame Michu, qui a 75 ans et qui vient et qui met 10 000 euros sur un levier x30 sur du Forex et on sait qu'elle ne sait pas trader, on ne va pas passer son ordre. On n'aura pas gagné 30 euros ou 50 euros sur son ordre. On aura gagné 10 000 euros. C'est du pari sportif. Exactement. C'est du pari sportif. Ce n'est pas notre vision. Je ne critique pas ceux qui le font parce que c'est un marché comme un autre. C'est du casino, en fait. C'est du casino. C'est du casino. Et aujourd'hui, on sait que si on fait ça, on gagnerait peut-être un peu plus d'argent. Je ne dis pas qu'on ne le fera jamais. Mais en tout cas, ce n'est pas dans notre to-do parce que c'est une licence à 1 million d'euros. C'est beaucoup de temps. C'est un trading desk. Donc, c'est beaucoup de gens qui travaillent. Ce n'est pas juste des ordinateurs. À choisir quel client on va market maker ou pas. Voilà, il y a plein de plateformes qui le font. Et c'est pour ça qu'ils peuvent payer 800 euros à chaque dépôt d'un nouveau client. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est en fonction des investissements. Donc, si tu investis, tu touches. Si ton client n'investit pas, tu ne touches pas. Et c'est un peu différent. Mais OnlyFans, par contre, c'est un peu ce qu'on fait. Donc voilà, il y a plein de manières de ramener de l'argent. On a des ambassadeurs. On fait un peu d'ads sur les réseaux, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on est rentable parce qu'il y a un coût d'acquisition qui est assez élevé, un coût de téléchargement d'app. Mais voilà, on a aussi une communauté. Et une communauté, ce qui fait que ça parle beaucoup. Ça amène du monde. On a un service client qui est 24 heures sur 24. Tu peux avoir un rendez-vous très facilement dans les 15 minutes avec quelqu'un de l'équipe pour poser tes questions. Donc, l'idée, c'est d'apporter tout ce service à nos clients pour se différencier des mastodontes qui sont sur le marché, qui ont levé des 500 millions, 1 milliard, 90 millions, et il y en a plein. Et donc, pour se différencier de ces gens-là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'étapes et on est encore très loin. Transition, toute trouvée. Tes objectifs à long terme pour Goliath aujourd'hui, tu vois la vision que tu portes peut-être à 5 ou 10 ans, que ce soit au niveau des fonctionnalités sur la plateforme, du nombre d'utilisateurs, du chiffre d'affaires, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. En termes de chiffre d'affaires, on espère 2025 atteindre entre 5 et 7 millions de chiffre d'affaires. On est une start-up, donc on a une croissance qui va assez vite. Et d'un autre côté, j'ai jamais été sur mon business plan à longueur de journée pour voir comment on avance, si on a respecté le business plan ou pas. Parce que le business, c'est au jour le jour et
Et on a une to-do et l'idée, c'est d'aller aussi chercher des opportunités qui n'étaient pas prévues. On a des nouvelles... on lance le copy trading, on lance la crypto. Donc voilà, on est entre 5 et 7 millions. Aujourd'hui, on a 35 000 utilisateurs, dont 6 000 actifs. On veut atteindre les 100 000 utilisateurs fin 2025 avec une grosse croissance d'actifs users. Plutôt à être à 25-30 000 d'actifs users. Et l'objectif pour Goliath, personnellement, c'est d'aller être coté en bourse mi-2026. C'est rapide. Assez rapide, parce qu'on pense qu'on peut avoir une croissance assez importante, que ce soit en B2C ou en B2B, parce qu'on lance une API plug and play pour les fintechs qui veulent proposer des produits financiers. Okay. Aujourd'hui, si tu veux proposer des produits financiers sur ton app, parce que tu as une fintech qui était régulée, il faut te connecter à des banques ou à des liquidity providers, donc des sociétés qui vont offrir de la liquidité sur le marché. Et quand tu te connectes à ces providers-là, c'est hyper complexe. Leur tech est archaïque. Ouais, c'est des banques, hein. Et donc, du coup, ou pas, mais même quand ce n'est pas des banques, c'est très compliqué. Et donc, nous, on va être une API plug and play hyper simple avec quelques lignes de code où tu te connectes et tu dis, moi, je vais offrir des produits structurés, je vais offrir des actions européennes, américaines, matières premières, forex, levier, pas levier. Enfin, tout ce qui est possible. Aujourd'hui, tu peux le faire. Il y a même des concurrents qui le font. Mais tu dois te connecter à plein de providers différents, gérer des plateformes différentes à chaque fois que tu as des problématiques. Donc, nous, on va être un intermédiaire. Donc, ça, c'est une partie B2B. SaaS, qui est une autre partie de Goliath. Donc, B2C, 100 000 utilisateurs d'ici fin 2025. Et un gros levier de croissance aussi B2B pour toutes les autres fintechs qui voudraient proposer... ce genre de produit. Et ça va être plutôt mondial, puisque voilà, après du moment où tu as cette API, tu peux la vendre au Brésil, en Afrique, n'importe où, parce que c'est des produits que tout le monde recherche. Voilà, en termes d'utilisateurs, c'est ça. Et après, on aimerait mi-2026, fin 2026, rentrer en bourse. C'est un peu l'objectif financier, en tout cas, de la boîte. Écoute, ce que j'aime bien faire au milieu du podcast, alors on est peut-être un peu plus du milieu, mais c'est de faire une série de 10 questions où tu me réponds par oui ou par non. Et si tu veux, tu peux rajouter quand même 2-3 explications. Donc si tu es prêt... Allez, go. Est-ce que se lancer jeune dans l'entrepreneuriat permet, selon toi, de prendre de l'avance sur les autres ? Oui. Avoir un mentor est plus utile qu'un diplôme en business. J'ai un mentor et j'ai pas de diplôme en business. Je pense que ça dépend des gens. Pour toi, le networking vaut plus que le capital de départ. Oui. Est-ce que la vision de l'entrepreneur compte plus que l'idée en elle-même pour réussir ? Bien sûr. Est-ce que dans l'entrepreneuriat, le doute est un allié ? Évidemment, il faut avoir des doutes, sinon c'est pas bon. Mais il faut aussi les affronter, quoi. Il faut y aller. Mais oui, les doutes, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça serait anormal de ne pas en avoir. Est-ce que ton départ de Clarosa a été pour toi une étape nécessaire pour évoluer dans l'entrepreneuriat ? Oui, bien sûr. Est-ce que Goliath, c'est un moyen de prouver aux autres que tu peux faire encore mieux ? À moi-même. Est-ce que tu penses que les investisseurs croient plus en la personne qui porte le projet plutôt qu'à l'idée ? Oui, parce que les personnes qui ont investi les 2 millions d'euros dans la première levée de fonds de Goliath n'ont pas investi sur le projet, mais plutôt sur ce que j'ai fait en premier, ce qu'on a fait avec David sur Clarosa. On parle beaucoup de personal brand partout, LinkedIn, Twitter, Instagram. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut toujours réussir sans s'exposer publiquement ? Bien sûr. Et sur Clarosa, je me suis pratiquement jamais exposé. Et je connais plein de gens qui ne s'exposent pas et qui réussissent très bien. Après, quand on est dans un business B2C, surtout dans la finance comme je le suis actuellement, c'est toujours mieux de s'exposer pour donner une certaine confiance. Est-ce que pour toi, la peur d'échouer est aujourd'hui plus forte que quand tu avais 18 ans ? Non, échouer, ça fait partie de la vie. Après, personnellement, j'aurais du mal à échouer. Mais on apprend toujours, mais j'aurais du mal à échouer. Est-ce qu'on n'a pas une insouciance quand on a 18 ans, qu'on lance un business, tu vois, peut-être... on a peut-être moins la réalité des choses qu'à 27 ans, tu vois. Non, je pense qu'à 18 ans, tu as encore plus peur qu'à 27 ans, personnellement. Parce qu'à 18 ans, tu n'as pas encore affronté beaucoup de choses de la vie qui fait que tu as peur. Après, ça dépend. Est-ce que tu es célibataire ? Est-ce que tu es marié ? Est-ce que tu as des enfants ? Ça joue beaucoup. Effectivement. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ai moins peur de me lancer que quand j'ai 18 ans, ou même si tu as très envie de te lancer
et tu as envie de gagner de l'argent assez jeune, à 18 ans, tu as peur. Tu as peur parce que quand tu vas voir un banquier et que tu as 18 ans, tu as peur de ne pas comprendre quelque chose. Quand tu vas voir un fournisseur et qui te parle de certaines choses, il te parle hors taxe, soit tu parles d'un prix TTC. Enfin, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Et ça m'est arrivé de parler avec des développeurs et qui me demandent un cahier des charges et je ne savais pas ce que c'était un cahier des charges. Tu vois, enfin, j'étais assez jeune. J'avais 17 ans quand j'ai commencé le site internet. Donc, je pense que ça fait partie du jeu. Merci. C'était très clair. Pour revenir un petit peu sur ta vie perso, l'entrepreneuriat, tu vois, on sent que tu es vraiment animé par quelque chose, tu portes des projets depuis le début et quand tu as une vision, tu fonces. L'entrepreneuriat, on voit beaucoup le côté facile, on parlait des réseaux il y a 2 minutes. Quelle est pour toi la partie la plus difficile dans l'entrepreneuriat ? La partie la plus difficile, c'est ce qui est dur, c'est de trouver son business model. Parce que quand tu lances un business, alors soit tu as déjà trouvé ton business model et tu fonces. Quand j'ai créé Goliath, je savais que ça allait être très dur de gagner de l'argent. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de VC, beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup de family office. J'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont pas du tout pris au sérieux, enfin, pas pris au sérieux, mais recalé, on va dire, qui n'ont pas voulu investir dans ma boîte. Parce que mon truc, c'était mon projet ne pouvait pas gagner d'argent sur le papier. Mais moi, ma vision, c'est je rentre dans ce business qui est la finance, que j'aime énormément. Et après gagner de l'argent, on va trouver comment faire et ça va venir tout seul parce que tu travailles nuit et jour, parce que tu rencontres des nouvelles personnes, parce que tu vois ce que demandent tes clients. J'ai toujours fait le service client sur mes boîtes au tout début pour comprendre vraiment la recherche de nos clients. Et en fait, après, tu commences à gagner de l'argent. Et c'est un peu... j'ai oublié le but de ta question, mais en soi, pour te dire, au tout début, j'avais des personnes qui me disaient bah, « tu ne pourras pas gagner de l'argent, donc tu n'y arriveras pas ». Et pour moi, il faut rentrer dans le business et ensuite gagner de l'argent. Donc, le plus dur pour un entrepreneur, c'est de trouver son business model pour gagner de l'argent et surtout quand tu montes une start-up. Tu vois, si demain, tu ouvres une boutique où tu vends des tables, tu sais que ton business model, c'est de vendre X tables pour payer ton loyer, tes employés. Tandis que quand tu es dans une start-up, ce n'est pas la même chose. La résilience, finalement. Oui. Même si on te dit non, même si on te met des doutes, tu fonces, tu as ton idée. Oui, la résilience, ça a été... encore une fois, à l'heure où on parle aujourd'hui, on n'a pas réussi. On n'a pas une boîte qui vaut 1 milliard. Mais c'est le but. Et on a réussi une première partie, on va dire, où on est rentable là où personne ne nous attendait. On a eu, sans exagérer, peut-être 50 VC qui nous ont recalé en disant « c'est trop dur, il y a trop de concurrents, regardez un XX qui a levé tant de millions, où ils en sont aujourd'hui, vous êtes trop petit pour réussir ». Et d'ailleurs, quand on levait 2 millions d'euros, on me dit « non mais il ne faut pas lever 2 millions, il faut lever 15 millions pour y arriver ». Tu vois. Donc nous, on a toujours été dans notre état d'esprit de commencer petit, rêver grand. Et aujourd'hui, on est, je pense, une des seules fintech dans notre secteur, investissement, qui est rentable au bout de 15 mois avec si peu de monde. Donc la résilience, c'est hyper important, surtout quand tu as des gros noms qui te mettent pas des bâtons dans les roues, mais qui te découragent un petit peu pour te dire que tu vas pas y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas eu un jugement de classe à un moment de se dire tu viens des chaussures à 29 € et tu veux lancer une plateforme d'investissement T'as pas ressenti ça ? Je l'ai, en tout cas, on me l'a pas dit. On m'a dit une fois le e-commerce c'est pas mal, tu devrais y rester. Après, je pense que j'aurais pu continuer à faire du e-commerce, mais j'étais plus passionné par ça. Mais j'avais mes propres idées. On avait une certaine vision. J'ai jamais fait part des mauvais commentaires à mon équipe, par exemple, ou à mon associé. Quand je me fais zéro calé, parfois je dis non, le rendez-vous il a été annulé finalement, pour pas propager un petit peu cette mauvaise conscience, ces mauvaises ondes, tu vois, de la part des VC. Et d'un autre côté, c'est aussi une vengeance où on se dit bah, on va réussir pour leur montrer qu'on a pu le faire et qu'ils se sont trompés. Et ils le verront. Mais en soi, la résilience, pour moi, pour un entrepreneur, c'est la chose la plus importante. Il
faut pas être con dans le sens où se dire ce qu'ils disent, ils disent n'importe quoi parce que c'est quand même des personnes qui ont une certaine expérience dans le milieu et ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup plus que moi. Et je dirais pas non, mais c'est des personnes qui sont vraiment connues du milieu. Donc, quand ils te disent quelque chose, tu le prends personnellement et tu y réfléchis. Et ça nous a aidés, au contraire. Donc l'idée, c'est d'être résilient, mais aussi de savoir prendre les informations et changer un peu la stratégie. Tu vois, on a commencé par les actions en septembre 2023. Et en novembre 2023, donc 2 mois après, ce qui n'était pas prévu, on a lancé les produits structurés. Ensuite, on a commencé à ouvrir beaucoup plus de produits au fur et à mesure pour répondre à ce besoin d'aller chercher du chiffre d'affaires parce qu'on est une boîte, on doit gagner de l'argent, on doit payer nos employés et ce n'est pas dans notre vision de lever des fonds sans arrêt pour vivoter. On a toujours été une boîte rentable à l'époque sur Clarosa. On crée des boîtes pour répondre à un besoin, mais on crée des boîtes pour gagner de l'argent. C'est un peu le but aussi pour quand on se lève le matin. Il y a 2 raisons. C'est notre mission, répondre à ce besoin et gagner de l'argent. Et donc, il faut aussi se remettre en question. Il faut aussi trouver des produits qui vont faire que tu vas gagner de l'argent. Il faut pivoter si tu as besoin de pivoter. On n'a pas fait de pivot, mais on aurait pu faire des pivots. On a eu la possibilité de faire des pivots et on ne l'a pas fait. Et donc, voilà, donc c'est très important d'avoir de la résilience et parler aux bonnes personnes aussi. Qualité essentielle, on l'a presque dit, résilience, adaptation. Si tu devais en donner une 3e qualité essentielle pour un entrepreneur? Alors, ça peut aller avec résilience, mais c'est travailler très dur. Tu as des personnes qui vont pouvoir embaucher des bonnes personnes et manager assez bien. Je pense que le travail, ça termine toujours par payer parce que le travail, c'est aller chercher sa chance. Rencontrer beaucoup de gens, connaître son marché par cœur. Tu vois, je me suis donné un objectif en 2024, c'est tous les matins lire 30 minutes les informations dans mon secteur. Et donc, ça permet de connaître son secteur à la perfection, de lire beaucoup. Et c'est dans le travail, tu vois. C'est travailler très dur pour aller chercher de la chance. Et je pense que, tu vois, encore une fois, ça va faire au mois d'avril 4 ans qu'on a lancé ce projet. Peut-être qu'au bout de 4 ans, certaines boîtes valent déjà 1 milliard. Nous, peut-être qu'avant de valoir 1 milliard, il va nous falloir 10 ans. Mais on aura travaillé très dur, plus que d'autres, plus de personnes qui avaient beaucoup d'argent, plus qu'une personne qui a fait beaucoup d'études dans ce secteur-là. Mais je pense que le travail, au final, quoi qu'il arrive, ça paye. Tu vas parfois prendre beaucoup plus de temps que d'autres, mais c'est pas bien grave. Ta morning routine, c'est Bloomberg? Pas Bloomberg, les Échos, c'est déjà assez bien. BFM Business. BFM Business dans la voiture. Les Échos, c'est vraiment cool parce que tu as un peu tout ce qui est économie, tu as un peu tous les secteurs, tu vois. Et j'essaye de lire. J'essaye de lire un livre par mois. Ces derniers temps, j'ai lu le livre de Xavier Niel, qui est, je ne sais pas si tu l'as lu, mais hyper... Je suis allé le voir à l'Olympia, moi. Ok, cool. hyper intéressant et hyper bien écrit. Parce que c'est un dialogue et je trouve que c'était hyper important d'avoir des livres bien écrits aussi. Un livre que j'ai lu pas mal, mais je l'ai arrêté au milieu parce que ça démoralise vraiment. C'est Elon Musk. Le livre d'Elon Musk, le mec est tellement un génie que tu vois, waouh, en fait, je peux pas suivre, tu vois. J'y arriverai jamais. Et donc, c'est le seul livre que j'ai arrêté en plein milieu. Un livre exceptionnel aussi, dernier que je donne, mais c'est le livre de Nike, de Phil Knight, le fondateur de Nike. Je l'ai lu, c'était mon premier livre. J'étais en Asie et c'était sur la chaussure, donc hyper intéressant, tu vois. Ton milieu. Ouais, et il disait qu'il a commencé à vendre des chaussures dans le coffre de sa voiture. Et donc, hyper intéressant, que je conseille aussi. Très bien. Question que j'aime bien poser à chaque fois pour clôturer un petit peu. L'idée dans ce podcast-là, c'est que tout le monde puisse regarder. Donc, tu vois, quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui n'est pas du tout affinitaire d'ailleurs avec l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui a envie de se lancer. Juste, si quelqu'un nous regarde là et il a un projet, une vision, il a envie de se lancer, peut-être qu'il hésite pour plein de raisons. Tu vois, l'entrepreneuriat, parfois, il nous faut un coup de boost aussi pour y aller. Si tu pouvais laisser un message à une personne qui te solliciterait, ou si toi, on avait pu te donner un message à l'époque avant que tu lances tous tes business, lequel ce serait? J'en aurais plusieurs. Le premier, c'est de croire vraiment en soi. C'est hyper important. Le business en lui-même, même si il n'est pas super, mais de croire en soi, c'est très important parce qu'il y aura toujours la possibilité de pivoter, changer, améliorer.
Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, le problème de certaines personnes qui veulent se lancer, c'est leur situation. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir d'enfants jeunes, enfin, j'en ai toujours pas, et de pas avoir de contraintes pour pouvoir lancer un business. La plus grosse problématique, c'est la situation en général des gens. Ça peut être une femme divorcée, ça peut être un papa qui a 2 enfants et une famille qui a peur de quitter son travail pour lancer un business. Et je pense qu'il y a toujours une possibilité de le faire. Imagine que tu as un travail et que tu as 2 enfants et que tu ne peux pas quitter ton travail. Eh bien, trouve 3 heures dans ta journée pour lancer ton business. Il faut se lancer. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas lancer son business. De ne pas avoir d'argent, c'est vraiment pas un problème parce qu'aujourd'hui, de l'argent, si ton business est bon, tu peux en trouver à chaque coin de rue. Alors, on peut dire, j'ai pas les contacts pour lever de l'argent. C'est très simple. Vous allez sur LinkedIn, vous cherchez VC. Vous avez tous les VC. Il y a des personnes chez les VC qui cherchent des entreprises. Donc, des personnes qui vous cherchent pour lancer votre projet. Donc, voilà. Il y a la première chose, c'est ce que j'ai dit, de croire en soi. Et la deuxième, c'est il faut pas se trouver d'excuses. Ne quittez pas votre travail, continuez à faire votre travail et lancez votre business à côté. Mais votre situation, au contraire, parfois, ça peut même aider à lancer un business. Ouais, la peur de perdre. Exactement. Le confort, en fait. Le confort, sortir de sa zone de confort, alors, c'est plus dur, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que, évidemment, on n'a pas envie de perdre sa maison, on n'a pas envie de se retrouver à la rue avec ses enfants. Bien sûr. Bon, même si on est dans un pays où on est un peu trop aidé à mon goût même. Mais il y a toujours la possibilité de le faire. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on a la possibilité de lancer un business plus facilement qu'avant. Et je pense qu'on peut toujours trouver le temps de le faire. Alors, ça va être très dur, ça va être plus dur que d'autres. Ça va falloir un peu moins dormir. Mais on n'a rien sans rien. Et encore une fois, on revient à ce qu'on s'est dit, mais c'est le travail, c'est la résilience. Et c'est de croire en soi. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Projets. Merci. Rentable en plus. Incroyable. Depuis le mois dernier. Donc, on a gagné 10 000 €. Bon, ce n'est pas des sommes astronomiques, mais le mois dernier, on a gagné 10 000 €. Donc, on est content. Merci Clark. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.